Bonjour à tous, nous sommes à notre troisième émission consacrée à la transition écologique, qui est un des thèmes majeurs du Salon Global Industrie. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir de nouveaux invités. Tout d'abord, David Godino, qui est le dirigeant d'Alliance Textile. Bonjour, qui va nous expliquer ce qu'est Alliance Textile. Et puis ensuite, j'accueille également Michael Ménaud, qui représente le groupe Volvo Group Renault Trucks. Et enfin, Camille Besson, qui nous parlera de la ruche industrielle. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, peut-être avec la ruche industrielle, parce que ça cadre l'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux termes? Alors, la ruche industrielle, donc nous, on est une association loi 1901 qui a été cofondée par 7 industriels de la région lyonnaise. Donc, pour tous les citer, Aldes, Bosch Rexroth, EDF, le groupe FIV, SNCF, Volvo Renault Trucks, Evica, avec la métropole de Lyon et l'INSA de Lyon. Et notre proposition de valeur à la ruche, c'est de se dire qu'entre industriels non concurrents, on partage des problématiques communes et donc on propose aux industriels du territoire de s'épauler pour apporter des réponses à ces problématiques dans le cadre de projets collaboratifs en interentreprise. Et concrètement, le point de départ de la ruche était lié à des évolutions au niveau des grands groupes industriels, des problématiques d'industrialisation de la région, etc. Alors tout à fait, en fait la ruche elle part du constat qu'aujourd'hui les industriels, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, ils sont confrontés à des défis. On parle notamment de nouveaux produits, on a beaucoup parlé sur ce salon de la transition écologique, de l'électromobilité qui va apporter davantage de diversité de produits dans nos usines. On est également confronté à des nouveaux acteurs, souvent plus petits, plus agiles, qui viennent nous imposer des cycles d'innovation et de commercialisation de plus en plus courts. Et puis parallèlement à ça, on a l'industrie 4.0 qui nous pousse collectivement vers une usine plus digitale, plus connectée, et ce qui suppose de s'approprier ces nouvelles technologies. Et alors concrètement, comment ça se passe pour les membres adhérents de la ruche? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Comment se montent les projets collaboratifs? Alors on a ce qu'on appelle une commission projet, dans le cadre de laquelle nos membres adhérents peuvent partager leurs problématiques collectivement. On fait un tour de table. Si la problématique remporte un certain nombre de suffrages, on considère que le besoin est là et qu'il faut qu'on l'adresse collectivement. Et dans ce cas-là, on déclenche un projet interentreprise. Et les industriels vont mobiliser leurs équipes, c'est-à-dire leurs ressources métiers, leurs ressources IT, pour travailler ensemble à la ruche. On se rencontre une demi-journée tous les 15 jours dans le cadre de nos projets pour travailler sur nos prototypes dans notre labo. Et l'aboutissement, c'est une preuve de concept? Alors, on a plusieurs cas de figure. Globalement, on a par exemple un banc de supervision connecté qui est visible ici sur le centre de la métropole de Lyon, pour ceux qui souhaitent passer nous voir, qui est en quelque sorte une mini-usine qui reproduit des cas de panne qu'on rencontre fréquemment. Et l'idée, c'est de pouvoir tester sur cette machine différentes technologies de capteurs, de protocoles de communication, de superviseurs, pour se faire des convictions et décider derrière ou pas de les intégrer dans les roadmaps des usines, ce qui donne lieu, et Mickaël, je pense, pourra en parler, à des déploiements derrière directement sur la ligne de production, sur la base des preuves de concept qui ont été faites à la ruche. D'accord. Alors justement, parlons-en. Renault Trucks et Volvo Group, ça fait long, hein, depuis les évolutions qu'ont connues le groupe, mais dans les intitulés, on reste sur des longs intitulés. Vous êtes donc, vous intervenez, vous êtes membre fondateur de la ruche. Oui, tout à fait. Pour nous, la ruche est quand même un élément essentiel dans la recherche et dans le développement de technologies, puisque c'est le domaine dans lequel j'interviens. Il faut savoir qu'en fait, à la ruche, la vraie valeur ajoutée, c'est de travailler en interentreprise, comme l'a clairement expliqué Camille. Ce qu'on pourrait venir chercher seul, en fait, on mettrait certainement du temps et on n'aurait pas forcément une vue très exhaustive d'un certain sujet, alors que ici, quand on vient traiter un sujet en multi-entreprise avec différents intervenants de différents groupes, ça permet déjà de confronter notre idée ou notre problématique à quelqu'un d'autre, de savoir s'il a déjà eu cette problématique chez lui. S'il l'a déjà eu, de potentiellement faire un benchmark ou de comprendre comment est-ce qu'il a adressé cette problématique. Et on s'est rendu compte rapidement, et on se rend compte fréquemment à la ruche, que des problématiques que nous rencontrons chez nous dans le groupe Volvo et Renault Trucks sont des problématiques qui sont également rencontrées dans d'autres industriels. Et donc on combine nos problématiques pour essayer d'y répondre conjointement. Voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui une vraie valeur ajoutée, notamment en termes de rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'on va mettre des experts dans leur domaine qui vont travailler entre eux et qui du coup vont pouvoir travailler entre pairs, débattre entre pairs et trouver des solutions entre pairs avec l'aide de partenaires technologiques et surtout une vraie coordination, une vraie chefferie de projet pilotée et animée par la ruche industrielle. Et vous avez, sans bien sûr être, sauf ce qui est tenu par des
des notions de confidentialité, mais vous auriez un exemple concret à nous donner du type de dossier ou de mission que vous travaillez à l'échelle de la ruche? Alors oui, il y a effectivement plusieurs sujets. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut aller de plus en plus vite sur la notion d'industrie 4.0. Le terme est utilisé fréquemment, mais derrière ce terme, il y a énormément de technologies qui, sont nouvelles à l'échelle de l'industrie ou qui évoluent de manière très rapide. Je peux donner des exemples concrets sur la continuité numérique, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, des sujets sur l'impression 3D, des sujets bien évidemment aussi, et c'est l'enjeu de ce salon aujourd'hui, de présenter les résultats de la supervision connectée, également avec un lien sur la cybersécurité. On pense beaucoup à la cybersécurité liée à nos systèmes informatiques classiques. Néanmoins, tous nos automates industriels sont aujourd'hui connectés et reliés bien évidemment au réseau, et potentiellement ils peuvent être attaqués. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur la cybersécurité sur ces installations-là, et c'est des sujets qu'on peut adresser. Voilà, un des exemples concrets que je peux mentionner. Voilà, et qui sont étudiés en commun avec d'autres membres de la ruche. David, présentez-nous un petit peu Alliance Textile. Alors, ma société Alliance Machine Textile est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de teinture. Donc nous adressons un marché français et européen dans nos blisseurs. Qui sont mandatés par des donneurs d'ordre et qui vont teinter des tissus. Nous, on est spécialisés dans la teinture pièce, de telle façon à pouvoir donner les caractéristiques colorimétriques attendues par le donneur d'ordre, réalisées dans des machines de teinture, souvent réalisées en inox. Oui, et donc pour vous, la transition écologique, ça a un vrai sens et vous le mettez en œuvre dans vos machines. Parce que j'imagine qu'on est dans un secteur où l'aspect pollution devait historiquement avoir une certaine importance. Alors effectivement, historiquement, les choses ont considérablement évolué depuis des décennies dans l'industrie textile française et européenne. L'image d'Épinal collectivement admise est quelque part en Inde, un enfant qui va faire de la teinture en touillant un plein bain de teinture, et les eaux de teinture vont tomber dans une rivière. On est très loin de cela, bien évidemment, en France et en Europe. Il y a une réglementation qui est extrêmement poussée. Et depuis toujours, Alliance Machine Textile conçoit des machines qui vont permettre à l'exploitant à la fois de réduire ses consommations d'eau et donc de limiter ces émissions de rejet qui vont eux-mêmes être traitées soit dans des stations industrielles qui lui appartiennent pour les grandes teintures, soit dans des équipements collectifs pour les plus petites teintures. Et alors, quelles sont les caractéristiques, rapidement, sans en faire une émission complètement technique et technologique, mais les principales caractéristiques de vos machines, justement, qui améliorent la situation? Alors, le principal critère qui va nous intéresser sur cet aspect, c'est à la fois la consommation d'eau pour une certaine quantité de tissu, ça s'appelle le rapport de bain. Quand on va traiter 1000 kg de tissu, quelle est la quantité d'eau qu'on va utiliser pour les teinter? Aujourd'hui, et l'évolution des technologies que nous avons mises en œuvre nous permettent d'avoir évolué d'un rapport de bain de 1 à 10, et aujourd'hui on est sur des rapports de 1 à 2, 1 à 3 en fonction des caractéristiques du tissu qui va prendre ou laisser plus ou moins d'eau. Et donc on voit que du coup la consommation d'eau par kilogramme de tissu a été divisée par 3 dans les dernières années. Et on a développé en collaboration avec la région, avec la métropole de Lyon, une évolution d'une machine qui s'appelle la Rotora et qui permet d'atteindre des rapports de bain qui sont extrêmement intéressants, qui permettent de réduire la consommation d'eau, réduire l'émission de rejet et réduire la quantité d'énergie consommée, et donc contribuer à des économies, si on le met sur l'échelle d'une année sur une teinture de taille moyenne, de l'ordre de 2500 tonnes de CO2 par an. Oui, c'est très révélateur. Et est-ce que vous pensez finalement que les évolutions au niveau de la transition écologique, et je posais un peu la même question avant-hier, est-ce qu'on va vers de petits pas en petits pas pour arriver à obtenir des résultats, alors que médiatiquement on s'attendrait à des choses très, très révolutionnaires et à des effets immenses dans des quantités de gains énormes, mais j'ai l'impression que la réalité elle est différente et qu'elle est plus
sur des petits pas, mais qui les uns avec les autres donnent des vrais résultats. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les progrès ont eu lieu petit à petit. On n'est pas passé de rapport de bain de 1,10 à 1,3 par une innovation magique et en trouvant une solution immédiate. Ça s'est fait petit à petit en progressant sous la pression du marché, sous la pression de la réglementation. Et effectivement, aujourd'hui, le focus environnemental qui est fait dans le contexte économico-sanitaire d'aujourd'hui fait que il y a une attention qui est portée à ce focus qui donne finalement une visibilité d'une très belle marche qui a été faite ces dernières années, mais qui s'est faite par la politique des petits pas et qui fait que chaque année, tous les 2 ans, on va introduire une petite modification qui va contribuer à avancer dans la direction de l'éco-conception pour être de plus en plus éco-efficient. Nous, cette année, chez Alliance Machine Textile, on a privilégié la dimension IoT pour faire la promotion, collecter la donnée de la machine et faire la promotion de l'efficience environnementale de la machine. Pour une raison très simple, et ça s'est fait en collaboration avec notre client sur lequel on va installer la première machine courant novembre, c'est de faire la preuve. Collecter la donnée industrielle dans son environnement et faire la preuve de l'éco-efficience de la machine pour lui, dans un premier temps, parce qu'il va pouvoir s'en servir vis-à-vis de ses clients pour capter des nouveaux volumes en disant « je travaille sérieusement, je suis un professionnel, je travaille propre et je vous le montre ». Et deuxièmement, pour nous, en tant que constructeur et donc prestataire de service pour lui fournir des machines qui vont répondre aux enjeux qu'il doit relever vis-à-vis des décideurs et des donneurs d'ordre. Effectivement, oui, c'est vraiment comme ça qu'on va progresser. Au niveau de la ruche, justement, la préoccupation transition environnementale, elle se situe à quel niveau ? Enfin, c'est sur l'éco-conception, c'est sur plus la RSE, le débat est ouvert. Le premier élément, c'est qu'effectivement, on l'a même identifié comme l'un de nos axes stratégiques. Il faut savoir qu'à la ruche, on s'est fixé une feuille de route en se disant on vise une industrie plus performante, certes plus attractive, ancrée dans son écosystème, mais aussi durable et décarbonée. Donc on l'a vraiment érigé en principe et on travaille effectivement actuellement dans le cadre de nos projets, donc le projet Supervision Connectée que Mickaël mentionnait tout à l'heure, où on va chercher à équiper nos équipements, nos machines industrielles en capteurs pour remonter de la donnée. Ça nous permet de remonter de la donnée sur l'état de santé de ces machines, mieux comprendre leur fonctionnement et optimiser leur utilisation pour les faire durer dans le temps. Et donc c'est aussi la condition d'une production industrielle aujourd'hui plus durable. Tu veux peut-être, Mickaël, citer l'exemple que tu mentionnais tout à l'heure à l'usine moteur Oui, alors pour faire tout à fait, je peux donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'électrification et dans nos moyens industriels, on utilise des batteries pour transporter sur des AGV, pour transporter certaines pièces. Donc certains de nos moyens sont donc équipés de batteries. Ces batteries ont une durée de vie limitée, avec un nombre de cycles de charge qui sont donc limités également. Et le fait de les recharger trop souvent pourrait réduire cette durée de vie. Et donc si on réduisait cette durée de vie, on devrait les changer plus souvent. Qui dit les changer dit les recycler, potentiellement avoir une forme de pollution indirecte. Donc c'est quand même extrêmement important de travailler sur la remontée de données de nos installations via des capteurs en IoT. David en a parlé il y a quelques instants. Ces capteurs nous permettent de remonter l'information sur l'utilisation de ces batteries et de venir les maintenir et les remplacer au bon moment et les charger au bon moment. Donc effectivement, je rejoins également sur la question précédente. Les petits pas et l'ensemble de petits pas qu'on peut faire dans les milieux industriels sur la meilleure utilisation de nos moyens industriels, sur remonter les informations de machines qui peuvent être obsolètes ou en tout cas qui sont relativement âgées puisqu'elles sont pas obsolètes, sinon on les utiliserait plus, mais pour en allonger leur durée de vie, sont des enjeux qu'on peut adresser avec la ruche sur l'évolution de nos moyens de production industrielle, mais également l'évolution des métiers liés à l'industrie, puisque ces enjeux-là sont extrêmement liés. L'évolution des compétences est un point extrêmement important derrière tout ça. Une technologie seule ne veut rien dire. Il faut bien évidemment être capable de la mettre en œuvre, mais surtout être capable de l'utiliser concrètement pour des enjeux soit économiques, mais également la plupart du temps avec des impacts environnementaux conséquents. Mais j'entends au travers de vos propos à tous les trois que la démarche transition écologique maintenant elle est engagée. Enfin, la machine est en route, l'industrie est en route réellement, en profondeur. Enfin, oui. C'est une vraie préoccupation.
Oui, c'est une vraie préoccupation. Je vais pas ici parler des produits du groupe Volvo, mais bien évidemment, on est présent avec des véhicules électriques. On a de nombreux projets, notamment un véhicule qui a été dévoilé en première mondiale il y a quelques années, un véhicule totalement autonome, totalement électrique, qui tourne en autonomie sur des ports à Göteborg, en Suède. On a plein d'autres projets produits, notamment chez Volvo Construction Equipment avec une pelle qui est totalement électrique de 2,5 tonnes qui donc n'émet pas de carbone, n'émet pas de CO2. Donc voilà, bien évidemment dans les produits, mais également dans les moyens de produire ces fameux produits, il y a une vraie démarche et une vraie énergie est en place dans l'industrie, en tout cas chez nous, et on le voit également dans nos collaborateurs et nos collègues de la ruche industrielle. Tous les industriels aujourd'hui sont ancrés dans cette démarche et depuis, pour certains depuis de nombreuses années. Et David, c'est un avantage concurrentiel aujourd'hui de pouvoir mettre en avant les caractéristiques et les techniques de machines qui sont éco-conçues, qui ont fait l'objet d'un travail profond en profondeur. Oui, je crois effectivement que c'est absolument fondamental parce que nos clients sont soumis à des contraintes environnementales qui sont fortes et donc leur proposer des solutions qui leur permettent de concourir à leurs problématiques est évidemment un avantage concurrentiel. Et on est sur un marché sur lequel il y a un certain nombre d'acteurs qui sont très efficaces, comme les machines Alliance Machine Textile. Au-delà de ça, on a aussi une activité, on parlait de la politique des petits pas et des démarches qui ont été entamées il y a de longues années. On est également actif, on fait des machines neuves bien évidemment qui vont être éco-conçues et qui vont avoir des performances, mais on est aussi actif sur le marché du rétrofit et on est incapable d'apporter des solutions à nos clients pour leur reprendre une machine d'une conception qui peut avoir la machine la plus vieille que j'ai vue en exploitation date de 1964. Donc on n'a pas inventé l'obsolescence programmée chez Alliance Machine Textile, on en est fiers, on a des machines qui sont robustes, et on est capable de reprendre des machines, de les modifier et pour les mettre sur des applications, alors en l'occurrence tenant compte de la réglementation des équipements sous pression, on va les mettre en service sur des applications de lavage, basse température, mais qui vont trouver une deuxième vie et pour lequel à la fois nos clients sont désireux de pouvoir se séparer en valorisant une machine utilisée depuis de longue date et d'autres clients qui vont pouvoir acheter des machines d'occasion et sur lesquelles ils vont retrouver un avantage économique tenant compte de telle ou telle application, tel usage. Alors comment voyez-vous les uns et les autres l'avenir quelles vont être les prochaines étapes concrètement? C'est encore plus de projets, encore plus de transition écologique, d'éco-conception, d'économie d'énergie? Alors, l'effet majeur à votre avis? Oui, encore plus de projets, ça c'est sûr. Nous, on a la conviction à la ruche, encore plus de collaboratifs, parce qu'on est vraiment persuadés, c'est dans notre ADN, que c'est à plusieurs qu'on va trouver les réponses à ces défis pour demain. Et puis également, je rebondis sur ce que disait Mickaël tout à l'heure, l'aspect compétence qui nous paraît vraiment important, c'est-à-dire qu'on a tendance à prendre ces sujets-là sous l'angle purement technologique, et en fait on se rend compte que la dimension humaine est clé et qu'il va falloir accompagner nos collaborateurs vers ces nouvelles façons de travailler, vers ces nouveaux produits, vers ces nouvelles technologies. On me signale que on va être rattrapé par l'antenne. Désolé, merci en tout cas de votre participation à tous les trois. Et rendez-vous alors l'année prochaine pour faire le point. Merci.